L'émission Gouvernance reçoit pour vous aujourd'hui Madame Kamara Zenab Touré. Elle est la directrice adjointe de la planification à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Madame Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur Kamara. Nous recevons également sur ce plateau Maître Kébé Amadou Salif. Maître Kébé Amadou Salifou est le directeur du département juridique et des contentieux à la CENI. Maître Kébé, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans cette émission Gouvernance. Ma première question, bien sûr, c'est pour Maître Kébé. Maître, à la date d'aujourd'hui, les listes des candidats sont connues, les listes des partis politiques sont connues. Sur le plan juridique, est-ce que tout va bien? Bon, je dirais déjà que tout va bien, dans la mesure où les prévisions posées dans notre code électoral ont été strictement respectées. Et strictement respectées, je veux dire par là, à la satisfaction de tous les partenaires, que ce soit les partis politiques ou les partenaires bi- et multilatéraux ont été satisfaits. Je crois savoir aussi que du côté du gouvernement, nous sommes satisfaits. La prévision juridique en ce qui concerne les candidatures était la suivante. Dans un premier temps, le président de la CENI publie les listes des candidatures retenues par la CENI. La disposition légale veut qu'en cas de contestation, ou dans tous les cas, que la Cour suprême soit saisie de cette liste. Donc, une communiqué à la Cour suprême, toute affaire cessante. S'il y a des recours, la Cour vide le recours et publie les listes définitives. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Après la décision du président de la CENI, le contact avec les partis politiques, nous avons transmis le dossier, l'ensemble des dossiers à la Cour suprême. Dans le délai requis, cette Cour suprême a rendu son arrêt et a publié la liste de tous les candidats, les partis candidats retenus et les candidatures, autant sur la liste nationale, à la proportionnelle, que sur l'uninominale, au scrutin de liste uninominale. Donc, à ce jour, la question du contentieux en ce qui concerne les candidatures a été vidée. Tous les partis vont recevoir de façon incessante, si ce n'est déjà fait, une copie de cet arrêt pour qu'ils puissent se préparer, d'abord qu'ils sachent si leur recours a été admis ou pas. Parce que je crois savoir qu'il y a quelques recours qui ont été admis et qu'ils se préparent conséquemment. Parce que l'étape suivante va être l'ajout des campagnes électorales. Donc, à ce jour, je crois que tout va pour le mieux. Bien, Maître Kébé, auparavant, il y avait 21 listes nationales. Quand les requêtes sont parties à la Cour suprême, il y a maintenant combien de partis politiques? Il faut préciser que les 21 listes nationales ont été retenues par la CENI. Il y a un parti que la CENI a estimé qui était venu légèrement en retard. Et puisqu'il faut coller au texte, la CENI a supposé que ce parti, en ce qui concerne sa candidature à la liste nationale proportionnelle, ne pouvait pas être retenu. C'est le parti UGDD. Quand le dossier a été transmis à la Cour, que ce parti a fait le recours qu'il fallait au niveau de la Cour, les sages ont estimé que cette formation politique était dans ses droits en présentant la liste nationale. Donc la Cour a reçu le recours du parti UGDD et a reconnu que ce parti avait le droit de présenter ses candidatures à la liste nationale, ce qui a été admis. Donc aujourd'hui, au lieu de 21 listes préalablement présentées par la CENI, c'est 22 listes présentées. Aujourd'hui, c'est ce qui constitue la liste, les candidatures définitives en ce qui concerne la liste nationale. Je me tourne à présent vers Madame Kamara. Madame, à la date d'aujourd'hui, sur le plan de l'évolution du chronogramme, nous sommes à quel niveau? Nous sommes aujourd'hui en train d'exécuter les activités inscrites dans notre chronogramme.
Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'imprimer de mon côté les listes provisoires. Nous avons commencé l'impression des listes provisoires le vendredi 16. C'est vrai que cela a connu un petit retard parce que l'affichage devrait initialement commencer le 17. Mais au vu des anomalies et des demandes remontées lors de la mission précédente des commissaires de la CENI sur le terrain, et suite au préaffichage que nous avons effectué lors de la révision complémentaire, la CENI a tenu à ce que toutes ces anomalies soient corrigées. Donc cela a pris légèrement du temps, le temps qui était prévu pour faire l'impression. Le traitement des anomalies est venu un peu plus de temps. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais rassurer l'ensemble des citoyens que nous allons être dans le délai. Je vais vous expliquer un peu en donnant le calendrier de ce travail. Je vous disais tout à l'heure que nous avons débuté l'impression des listes le vendredi 16 août. Et aujourd'hui, l'ensemble des listes de la région de Conakry, nous avons terminé. Et ceux-ci sont en train de se préparer pour effectuer l'affichage de ces listes sur la région de Conakry. Les dispositions ont été prises. J'ai présidé, ma personne, une réunion avec les différents bureaux de CECI ici, la veille, donc le 16, pour leur dire effectivement qu'est-ce qu'ils doivent faire comme tâche sur le terrain. Mardi 20 août, ça va être la fin de l'impression des listes sur l'ensemble du territoire. Au jour d'aujourd'hui, ce matin, nous avons complètement fini avec la région de la Guinée forestière. Nous avons pris un autre axe qui concerne la région administrative de Farana, plus deux préfectures de la région de Labé, en l'occurrence Lelouma et Koubia, qui sont des préfectures très éloignées. Donc nous allons terminer mardi 20 l'impression des listes électorales. Donc l'affichage sera effectif sur l'ensemble du territoire à partir du 21. Et l'affichage prendra fin le 31 août 2013. Parce que conformément au dialogue et à la conclusion du dialogue, donc à l'accord politique, il est prévu 10 jours d'affichage des listes provisoires. Donc l'affichage prendra fin le 31 août 2013. Mais dans quelles conditions l'affichage va avoir lieu? Est-ce qu'il y a une commission spéciale qui est chargée de ça? Parce que ces derniers temps, certains disaient que la CENI a enregistré un retard de 8 jours sur le chronogramme. Bon, pas un retard de 8 jours, nous avons enregistré quand même un retard de 6 jours. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que nous voulons quand même donner des listes électorales aux Guinéens qui soient quand même des listes à 95% ou 99% acceptables. Parce que c'est ça aussi le socle d'une élection. Une élection, elle est bien organisée quand tous les électeurs se retrouvent sur la liste électorale et au bon endroit. Donc la CENI a tenu, pour ne pas aller dans la précipitation, banaliser ces anomalies, nous avons tenu avec l'opérateur technique de traiter ces anomalies avant de progresser. Nous avons pris, mais si je vous découle tout à l'heure les activités telles que planifiées, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, nous allons rentrer dans le délai, parce qu'il faut rassurer les citoyens. La formation démarre demain sur l'ensemble du territoire. La formation aussi a pris un petit retard de quelques jours, mais elle se rattrape. Donc nous avons multiplié les équipes avec notre partenaire technique qui est AIFES. La formation, au lieu d'aller sur 3 jours, 3 sessions, elle se fera sur 2 sessions, mardi, mercredi. Donc toutes les commissions administratives d'affichage, de correction et de distribution des cartes d'électeurs sont constituées à ce jour. Et la bonne nouvelle est que la CENI a échangé avec les partis politiques. Nous sommes d'accord que tous les partis politiques candidats ou engagés dans ces élections peuvent désigner leurs représentants comme observateurs pour suivre ces activités. Parce que la loi n'exige pas à la CENI d'avoir les représentants comme membres de ces commissions. Mais nous voulons travailler dans la transparence, donc nous souhaiterions que les partis engagés puissent désigner leurs représentants dans les 2000 commissions administratives d'affichage, de correction et de distribution des cartes d'électeurs pour quand même observer et surveiller le travail qui sera fait par ces différentes commissions. Maître Kébé, sur la même question, est-ce que ça rassure? Nous sommes parfaitement rassurés, M. Condé. Oui.
Vous savez, ces genres de glissements ne sont pas inédits en matière électorale, en matière de gestion du processus électoral. Mais ça se rattrape, c'est la façon de rattraper le temps qui compte. C'est-à-dire que ce ne sont pas des actions bout à bout, mais des actions peuvent aller ensemble. Ça peut se superposer, les actions peuvent se superposer, beaucoup d'actions d'ailleurs vont se superposer, mais ce qui est sûr, c'est que les dispositions légales en la matière seront intégralement respectées. Nous y tenons. Nous avons un comité de veille au niveau de notre département qui a un tableau de bord qui ne peut pas être dérangé. Nous avons également sur notre dos, nous-mêmes, les surveillants, le département transparence qui nous talonne tout le temps pour savoir est-ce que les dispositions ont été respectées. À chaque acte, il faut savoir qu'est-ce que le code a dit et qu'est-ce que nous comptons y faire. Donc, je pense que nous pouvons rassurer les uns et les autres pour dire que les dispositions légales étant respectées, le délai que nous avons donné au peuple de Guinée pourra être respecté. Il y a quelques jours que le comité de veille a été installé. Comment la CENI compte-t-elle travailler avec ce comité de veille? Est-ce que c'est des auditeurs de la CENI? Est-ce que vous faites un travail parallèle? Est-ce que vous travaillez en équipe avec cette équipe? En fait, le comité de veille est ce comité qui va être chargé de suivre les activités de la CENI, de savoir que les recommandations contenues dans les accords, qui sont parfois empiriques, ont été, dans leur esprit, bien respectées par la CENI. Mais cela ne veut pas dire que le comité de veille va être sur le dos de la CENI pour la diriger. Non. Nous menons des activités qui sont de nos prérogatives, qui sont contenues dans des textes de loi. Le comité de veille va voir est-ce que telle disposition a été respectée. Est-ce que telle disposition a été respectée dans le temps imparti à la CENI? Voilà. Est-ce que le droit des uns et des autres en tant qu'institution politique ou en tant que citoyen va être respecté? C'est le rôle du comité de veille. Et quand ils sentent des dérapages, ils émettent des clignotants pour dire que ici, ça commence à glisser, il faut redresser la barre. Ce n'est pas des censeurs, ce n'est pas des commissaires de police, mais c'est des collaborateurs qui vont travailler avec nous et qui auront un regard neutre sur nos activités, qui n'auront pas d'état d'âme. Quand ça ne va pas, ils nous diront ça ne va pas. C'est-à-dire que le travail du comité de veille rassure un peu plus. Nous-mêmes, ça nous rassure parce qu'il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui a un œil visé sur tes activités, tu seras amené à mieux faire. Madame Camara, samedi, vous avez rencontré l'ensemble des partis politiques. C'était une réunion ultime, mais une réunion qui était également très importante. De quoi il a été question au cours de cette réunion? Nous avons discuté avec les partis politiques de l'état d'avancement du processus électoral parce que il est important que la CENI puisse de temps à autre consulter les partis politiques, les expliquer l'état d'avancement et permettre aussi aux partis politiques de se prononcer par rapport aux activités passées, mais les activités planifiées en cours aussi, donner leur avis. Donc c'était de leur faire un état des lieux et ensuite discuter des activités à venir qui étaient l'affichage des listes électorales et ensuite la préparation des photos, des logos qui doivent aller vraiment pour l'impression des bulletins parce qu'ils ont déjà validé le spécimen du bulletin. On est sur les traitements de cela, Maître Kébé vous en dira plus. Donc nous avons aussi échangé sur ces commissions administratives d'affichage, de correction et de distribution des listes électorales. C'est en commun accord avec les partis politiques que nous sommes tombés d'accord que l'ensemble des partis politiques engagés dans le processus électoral puissent désigner chacun un représentant dans chaque commission administrative, mais à ses frais. Les partis politiques vont désigner leurs représentants et vont payer leurs représentants. Ils viendront comme des observateurs au sein de ces commissions. Cela est important parce que toute activité, même si la loi n'a pas prévu la participation des partis politiques ou de leurs délégués dans une activité, comme je vous ai dit, nous voulons organiser des élections transparentes. Donc il est important qu'ils soient là comme observateurs. Il faut qu'ils contrôlent ce que la CENI fait. Est-ce que les commissions administratives reçoivent correctement les électeurs? Est-ce qu'ils sont traités équitablement, ces électeurs qui viennent se présenter?
Donc il est important que nous associons les partis politiques à toutes les phases du processus électoral. Donc c'est de la routine. Vous allez voir, peut-être même d'ici 2 ou 3 jours encore, nous allons les convoquer pour encore les faire où nous sommes, les faire un état des lieux, ensuite recueillir leur avis. Parce qu'il est important quand même qu'ils nous donnent leur avis sur les activités passées et qu'on améliore les activités à venir. Donc nous travaillons pour eux, ce sont les compétiteurs, il est important de souvent les rencontrer. Cette réunion de samedi est arrivée entre la phase d'aujourd'hui dans le chronogramme de travail et la publication des listes définitives par la Cour suprême. Est-ce que vous avez senti que les partis politiques sont satisfaits du travail que la CENI est en train de faire? Est-ce que la confiance est là? J'avoue qu'aujourd'hui, vraiment, ça ne tient qu'à moi que la confiance est revenue entre les partis politiques et la CENI. Parce que nous les rendons compte et nous prenons en compte leurs suggestions par rapport à nos activités. Donc c'est pour cela qu'il est aujourd'hui traditionnellement qu'on échange, qu'il y ait des courriers. Nous avons des partis qui nous écrivent quand ils sentent que ça ne va pas à tel endroit, ils attirent notre attention et nous prenons en compte et aussitôt on se met à la tâche pour essayer d'apporter les corrections à travers les suggestions faites par ces partis politiques. Maître Kébé, il y a eu récemment, c'est même pratiquement en cours, j'avais discuté également de la publication des photos des candidats. Et certains voulaient que les photos de leurs leaders soient à côté du candidat pour que les électeurs puissent savoir de quel bord est le candidat. Juridiquement, qu'est-ce qui s'y doit et qu'est-ce qui a été retenu chez vous ici? Bon, il y a eu un cas plus marquant que les autres qui a voulu que le principe édicté dans les textes soit respecté, c'est-à-dire que le parti a le loisir de présenter la photo du candidat ou de son leader sur sa liste nationale. Ce principe est édicté. Mais il y a un autre principe qui se trouve dans nos codes qui veut que ne figure sur le bulletin de vote que le candidat. La personne qui est candidate, qu'il soit leader ou pas, si le parti le choisit, l'a choisi, peut mettre sa photo en tant que tête de liste. Mais quand vous prenez l'interprétation de l'article 153 du Code électoral, vous avez tendance à croire que chaque parti est libre de mettre la personne qu'elle veut sur la liste nationale en tant que tête de liste. Donc cette discussion a eu lieu, la plénière a tranché. La plénière a supposé que normalement, si nous interprétons la lettre de l'article 153, nous devons admettre que le parti qui voudra mettre sur sa tête de liste une personne, même si elle n'est pas candidate, qu'elle soit admise. Mais cela a fait l'objet de discussions et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une saisine de la Cour suprême pour savoir quelle est son interprétation. Parce que c'est fortiori, c'est eux qui censurent nos activités au finish. Mais cela ne fait pas polémique. En fait, nous sommes à la recherche de la bonne voie. Nous sommes de toute bonne foi. Nous avons senti du bon consensus. Du bon consensus. Nous avons senti des incohérences dans le texte, mais le texte de loi, c'est le texte de loi. Quels que soient les dérapages qu'il y a là-dedans, quels que soient les défauts qu'il y a là-dedans, la loi, c'est la loi. C'est la loi. On ne peut pas passer. Mais c'est la loi. Voilà. Madame Camara, cette opération de révision des listes électorales, à la date d'aujourd'hui, il y a combien d'électeurs potentiels en République de Guinée? Après tout ce qui a été fait, révision après révision complémentaire, dédoublonnage, à la date d'aujourd'hui, on peut estimer le nombre d'électeurs à combien et le nombre de bureaux de vote à combien? Au jour d'aujourd'hui, ça je le dis, c'est un chiffre qui est provisoire parce que nous allons du 1er septembre au 4 implémenter les résultats du monitoring, implémenter les résultats de comparaison des deux dédoublonnages, c'est-à-dire le dédoublonnage local qui a été fait et le dédoublonnage parallèle qui a été fait à l'extérieur. Donc ces résultats seront implémentés sur la base. Et donc nous sommes aujourd'hui à 5 millions
330 872 électeurs. Nous sommes en train d'afficher, mais je dis bien que si nous implémentons les différents résultats du monitoring, des deux dédoublonnages, c'est sûr que nous allons avoir certainement une augmentation par rapport à l'arbitrage qui a été fait. Et cela aussi, ça se fera avec la présence du comité technique du suivi du fichier électoral, où il y a 2 experts de la mouvance, 2 experts désignés par l'opposition, qui siègent au sein du comité, encadrés par les experts internationaux et les membres, les commissaires de la CENI. Donc ce serait avec leur présence que nous allons faire l'implémentation sur la base de données. Donc il peut y avoir un changement à cet effet. Mais au jour d'aujourd'hui, je voulais rassurer les citoyens que ce travail est complètement finalisé. Nous avons terminé le dédoublonnage local, sinon on ne pouvait pas afficher les listes provisoires. Et la CENI a pris soin de faire voyager un expert pour aller dédoublonner le résultat complémentaire, c'est-à-dire les 300 et quelques mille électeurs qu'on a obtenus comme nouveaux inscrits lors de la révision complémentaire. Ça prend 1 journée et demie au dire de la société ZS. C'est une société sérieuse, il faut le dire, parce qu'à chaque fois qu'ils ont donné un délai, ils l'ont respecté. Donc au plus tard mercredi, l'expert sera de retour. Au moment que les gens vont apporter des modifications, des corrections, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que lors de l'affichage de ces listes provisoires, que les gens viennent nous dire telle personne est affichée sur la liste, elle est décédée. Donc il faut l'enlever. Ou telle personne est sur la liste, c'est un mineur, il n'a pas 18 ans, mais peut-être qu'il s'est arrangé à avoir des faux documents pour... Donc le contentieux là sur la liste, je laisserai Maître l'expliquer, il va mieux l'expliquer parce que c'est lui qui est chargé de ces questions liées au fichier, donc il va bien discuter de cela. Mais ce que moi je voulais vous dire en termes de planification de nos activités, je vous ai dit qu'on est en train d'imprimer les listes qui sont au fur et à mesure acheminées. La logistique a fait un planning de telle sorte que les véhicules sont prêts. Dès qu'on finit un axe, une localité, c'est complètement acheminé. Donc on n'attend pas que tout le monde finisse. Donc les préfectures sont en train de recevoir les listes au fur et à mesure. Dans notre planning, nous avons prévu de faire le traitement, parce que le traitement va commencer 2 jours après l'affichage. Conakry remontera au jour les demandes de correction. Donc il y a une commission de réception et d'analyse de ces corrections qui est mise en place au niveau de la CENI, notamment au niveau du département planification. Et cette commission sera chargée de collecter l'ensemble des fiches de correction, de les analyser avant de les transmettre au site central pour traitement. Parce que c'est pas, on ne va pas prendre les choses comme ça en désordre et les envoyer. Donc nous allons finir ce traitement de ces listes qui va commencer du 24 jusqu'au 1er. Et comme je vous ai dit, du 1er maintenant septembre au 4, ça va être l'implémentation du résultat du monitoring et de la comparaison, le résultat de la comparaison, parce que nous comparons le dédoublonnage local et au dédoublonnage extérieur qui a été fait. Donc ce résultat sera implémenté du 1er au 4 septembre. Cela va nous amener à commencer l'impression des cartes de lecteurs le 5 septembre. Quand on aura fini d'implémenter ces résultats-là sur la base, nous allons commencer l'impression des listes définitives, les listes d'émargement, les listes de retrait des cartes d'électeurs, ainsi que les cartes d'électeurs. Il faut se dire que vraiment la CENI est bien équipée suite aux recommandations de l'expertise internationale, donc du prix de l'OIF. Nous sommes passés de 2 grosses imprimantes à 4 imprimantes. Donc ça veut dire que si on prend une localité, une imprimante tire les cartes, une autre tire les listes, une autre tire les listes d'émargement et les listes de retrait. Donc l'ensemble des documents électoraux est imprimé pour la localité en question. Donc ça fait que les choses vont aller beaucoup plus vite. Donc du 5 au 10, nous allons terminer l'impression, l'édition de tous les documents électoraux, y compris les cartes d'électeurs. Le 11, nous allons commencer la distribution. Si vous voyez, vous allez voir que nous avons rattrapé le retard qui est là. Parce que la distribution qui était prévue le 9 est repoussée jusqu'au 11. C'est ce retard pris dans l'affichage. Donc la distribution des cartes continue jusqu'au jour des élections. C'est à la fin, à 18 h, quand on finit le vote, les cartes d'électeurs qui restent non distribuées, qu'on met sous scellé, qu'on renvoie au démembrement de la CENI.
Donc vous voyez déjà que le retard est rattrapable au niveau de la distribution des cartes d'électeurs vu au planning que je viens de vous expliquer de ces activités. Donc les activités annexes vont être la formation de la force PEL, la mise en place des commissions administratives des démembrements de l'extérieur de la CENI et leur formation. Les missionnaires vont partir le 23 de la CENI pour aller mettre les CAMI en place, les commissions électorales d'ambassade indépendantes, les CAMI. Donc les commissaires vont faire le tour, ça se fera en 2 temps. Un premier groupe va aller, parce qu'on ne peut pas prendre tous les commissaires, les envoyer sur le terrain, il y a des activités importantes ici. Un deuxième groupe partira, mais ils seront mis en place et formés. Et je voudrais vous dire aussi que nous avons terminé l'impression de toutes les listes de la diaspora, donc des Guinéens de l'extérieur, pour le vote des Guinéens de l'extérieur. Les listes d'électeurs sont imprimées pour eux, les listes de retrait des cartes sont imprimées, les listes d'émargement sont imprimées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de correction sur... Non, attention, c'est une très bonne question. Oui. Il y a le dédoublement. On ne peut pas avoir les mêmes chiffres. Rentrer au pays, qu'il est venu s'inscrire, la machine va te rattraper pour dire que tu es inscrit 2 fois. Donc ta dernière inscription, si c'est la Guinée, c'est ce qui... et selon la loi, le code électoral, c'est ce qui est retenu. Et le premier saute. Le premier, si tu l'as fait à l'extérieur, va sauter. Donc on ne peut pas se dire comme ça que le chiffre qui a été... c'est le même chiffre qu'on va retrouver. Mais je vous dis, c'est pas important. On ne pense pas qu'il y ait eu... Dans quelques jours, on va certainement avoir la chance de se retrouver sur votre plateau pays par pays. Jean Camara a parlé de dédoublonnage. Sur le plan juridique, comment vous avez procédé et comment ça devrait se faire? Est-ce que tout est dans les... Le dédoublonnage par principe est une programme, donc juridiquement, ça ne pose pas de problème. Seulement, c'est l'innovation que la CENI a faite. C'est-à-dire qu'il y a un dédoublonnage local. Ensuite, nous avons essayé de trouver la meilleure société en la matière. Il semble que ZS soit le leader mondial en matière de dédoublonnage. Donc, nous avons trouvé cette société, nous les avons confié notre fichier. Donc, à partir du dédoublonnage local, nous allons vers un dédoublonnage en Belgique avec cette société pour assurer qu'il n'y aura pas de personnes inscrites 2, 3, 4 fois, comme on a vu par le passé. Donc, sur le plan juridique, nous allons vers une certaine perfection. En ce qui concerne la gestion du fichier, nous sommes dans le cadre juridique normal. Tant sur la gestion, la façon de gérer le fichier, que tant sur les délais impartis pour le faire. Pensons que jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Le contentieux sur les listes est prévu par les dispositions légales contenues dans le code électoral. Il s'agit en fait de veiller à ce que aucun citoyen ne soit brimé dans son inscription sur la liste électorale. Mais aussi, à contrario, veiller à ce qu'aucune personne qui n'a pas droit d'être sur la liste électorale y soit. Cela amène 2 positions. Nous faisons l'affichage, les citoyens vont venir voir. Ils trouveront certainement qu'ils n'ont pas été inscrits. Ils n'ont pas été inscrits au bon endroit. Ils vont saisir une commission qui sera là pour cela. La commission va étudier leur situation et donner un diagnostic, une solution. Soit c'est le rejet de sa demande ou l'acceptation. C'est-à-dire c'est pour faire un peu carré. Le citoyen qui se sentira brimé, qui a été enlevé sur la liste électorale illégalement, dans son estimation, va saisir le président du tribunal. Mais en matière d'urgence, c'est-à-dire en référé. Même à domicile, il peut écrire au juge ou aller simplement s'arrêter pour dire « Monsieur le juge, j'ai été enlevé sur la liste, je ne suis pas d'accord ».
Les juges le savent, les juristes savent ce que c'est. Donc, ce citoyen-là va voir sa situation étudiée par le juge. S'il est vraiment une personne qui doit figurer sur la liste, le juge va prendre une ordonnance pour dire à la commission, à la CENI, inscrivez-le. Okay. Mais si par contre un citoyen va voir sur la liste, il trouve qu'un nom national figure sur la liste, il peut demander. Mais il faudrait que lui-même soit déjà inscrit. Il peut demander à ce que cette personne soit retirée. Ou une personne décédée, peut-être toute personne peut informer la commission pour dire telle personne a été inscrite, elle est décédée, donc elle doit être radiée. Voilà, le contentieux en fait est vidé par le juge local, le juge de paix pour les tribunaux et les justices de paix, les tribunaux de première instance pour les endroits où il y a le tribunal de première instance. Et on saisit tout de suite la représentation de la CENI qui est sur place. Oui, il y a une commission qui va siéger autour de cette question. C'est cette commission qui dira aux citoyens, monsieur, vous ne pouvez pas être inscrit. Monsieur, nous doutons que vous soyez de la Guinéen ou en tout cas vous ne remplissez pas les conditions. Une fois cela fait, il a une fiche qu'il va présenter au juge avec sa requête pour demander sa réinscription s'il a été radié ou la modification de son nom si c'est ce qu'il souhaite. Ou peut-être la radiation d'un mineur ou d'un non-guinéen qui figurerait sur la liste. Mais à condition que lui-même y soit déjà régulièrement. Maintenant, ce contentieux est vidé par le juge de paix dans certains endroits ou par le juge, le président du tribunal de première instance. Mais vraiment, cela sans forme. Je vous dis, s'il a la possibilité d'écrire, il écrit au juge. S'il a la possibilité d'aller au juge ou à son bureau, il s'y rend parce que cette matière est traitée comme en matière d'urgence. La question n'est pas... Aussitôt posé, le juge essaie d'analyser la situation et trouve une solution tout de suite. Et sa réponse, sa décision s'impose à la commission. Madame Camara, à un moment, le désespoir a failli arriver parce que dans la presse, ça se lisait que les partenaires techniques et financiers tardaient le pas, le financement n'arrivait pas, le budget de la CENI. À un moment, on a pensé que les élections n'auraient pas pu avoir lieu. À la date d'aujourd'hui, quelle est la position des partenaires techniques et financiers quant au financement des opérations électorales? Bon, il faut, c'est le lieu ici de saluer l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Guinée dans ce processus électoral. Beaucoup d'efforts ont été fournis. Il y avait des difficultés, il y avait un gap qu'on était en train de rechercher. Et aujourd'hui, l'État étant le premier bailleur, donc le premier intéressé de ce processus, a été le premier à mettre la main à la poche en donnant encore 41 milliards de plus. L'État guinéen. L'État guinéen, 41 milliards de plus. Et l'Union européenne a encore rehaussé sa contribution de 600 000 euros. Et la France a donné 250 000 euros pour le vote des Guinéens de l'extérieur. Il y a une contribution de la CEDEAO qui est annoncée. Il y a beaucoup de contributions aujourd'hui qui sont annoncées, sont en phase de traitement entre le bureau de la CENI et ses différents partenaires. Donc, moi, je voulais rassurer les Guinéens ici qu'on sera bel et bien aux urnes le 24 septembre. Maître Kébé, en fonction de ce que vous avez vu, en fonction de tout ce qu'on a dit ici, est-ce que vous pensez que l'espoir est permis et que le 24 septembre, les Guinéens iront effectivement voter pour désigner les députés? Il va de soi que Maître Kébé soit très optimiste pour le vote du 24. Je vous dis, la CENI et les partenaires font tout pour que nous allions dans le délai prévu aux élections. Mais à ce jour, rien ne nous indique qu'on ne peut pas atteindre ce délai. Rien à ce jour. Parce que nous déroulons, nous savons, si nous avons des empêchements d'ordre financier ou d'ordre technique, nous sommes les premiers à le crier. Et à qui on doit à l'endroit de la personne qui peut, ou de l'institution qui peut nous aider. Mais nous vous disons aujourd'hui, nous vous rassurons que nous tenons la route.
le délai sera respecté, que le peuple de Guinée se prépare à la fête. Nous irons aux élections le 24 septembre. Mais pour avoir encore des élections beaucoup plus transparentes, beaucoup plus rassurantes, il y a l'aspect sécurité. Avec la FOSPEL, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire pour sécuriser le vote? Bon, sous réserve de ce que peut dire le département sécurisation, je pense que tout va pour le mieux. Je n'ai pas les détails mais globalement, la FOSPEL est encore là avec nous. Toutes les forces de sécurité et de défense sont avec nous pour la sécurisation de ces élections. On ne peut pas prétendre aller aux élections sans la sécurité, c'est pas possible. Mais n'ayant pas les détails du plan de sécurisation, parce que nous sommes dans un domaine un peu exceptionnel, donc, mais je vous assure que la FOSPEL est avec nous. Madame Zena, vous avez suivi Maître Kébé sur l'aspect sécurité. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui sur le processus de sécurisation du vote avec la FOSPEL? C'est ce que je disais, je dis pour compléter ce que Maître a dit, il y a un département sécurité ici et j'espère que vous allez les avoir un jour aussi sur le plateau pour découler le plan de sécurisation. En tant que direction de planification, il y a eu un plan de sécurisation, 2 plans de sécurisation. Il y a eu des réunions que la CENI a eu à faire avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la sécurité, le haut commandement de la gendarmerie, pour mettre l'ensemble des plans de sécurisation pour sortir un seul plan opérationnel. Donc ce travail est effectué. Aujourd'hui, il y a un seul plan de sécurisation qui va être exécuté par la FOSPEL. Et déjà, l'Union européenne annonce déjà qu'elle va s'engager pour la prise en charge de ce plan opérationnel. Donc déjà, c'est déjà une grande avancée, comme il le dit. La FOSPEL sera avec nous dans ces élections et les élections seront sécurisées. Sur le plan logistique, est-ce que tout baigne dans le milieu? Tout baigne dans le milieu. J'aime le dire souvent, c'est l'un des départements qui travaille beaucoup à la CENI. L'un des départements très bien organisés de la CENI. Ils ont fait un plan opérationnel qui est validé depuis plus de 3 mois. Au jour d'aujourd'hui, moi je peux le dire parce que je suis en train de vivre cela. Dès qu'on a fini une liste d'une localité, Kaloum, avant-hier, Kaloum a reçu ses listes avant-hier. Au fur et à mesure, hier, l'ensemble des 4 communes ont reçu leur liste. Aujourd'hui, ils ont déjà enlevé pour la Guinée forestière, ces listes sont en train de partir. Ils ont une organisation vraiment impeccable qui est à saluer ici. Il faut un gros travail. Il faut là féliciter M. Téli Touré, M. Bangora et l'ensemble de leurs assistants qui leur aident vraiment à pousser à aller au mieux. C'est un département vraiment... Parce qu'il y a quand même près de 12 000 bureaux de vote qu'il faut approvisionner. Oui, la CENI a tout planifié sur la base de 12 000 bureaux de vote. Vous m'amenez à vous donner quelques exemples, par exemple, parce qu'au premier tour de l'élection présidentielle en 2010, nous étions à 8 328 bureaux de vote. Et vous savez que dans le schéma SAGEM, on avait mis les électeurs jusqu'à 50 km de leur lieu de vote. Des électeurs sont allés à 5 km de leur lieu de vote. La CENI a hérité de ce fichier. Et la CENI est en train de faire des améliorations. Au deuxième tour, vous allez voir l'impact de l'amélioration qui a eu lieu sur ce travail déjà qui avait été fait à Verstappen. De 8 328, nous sommes passés à 9 792 bureaux de vote. Vous voyez déjà l'écart? Ça, c'était pour rapprocher les électeurs de leur bureau de vote. Cette nouvelle CENI ne s'est pas arrêtée là. Nous disons que nous allons mieux faire encore pour mieux rapprocher les électeurs de leur bureau. Qu'aucun électeur n'aille au-delà de 3 ou 4 km. Donc nous passons de 9 792 à 12 000 bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Avec 5 400 000 ou 5 500 000, nous sommes en train de finaliser l'ensemble. Parce que si nous avons des corrections à faire avec l'affichage des listes provisoires, mais vous voyez déjà l'impact de l'augmentation des bureaux, donc le rapprochement des BV vers les citoyens. Donc de 9 000, nous partons maintenant à 12 000 bureaux de vote. Et je vous dis que nous sommes sur ce plan aussi dans les règles, parce qu'on est en train de... Nous avons le temps, la loi nous dit que c'est 30 jours avant le scrutin qu'on va publier. Donc le 26, nous allons publier la liste des BV. C'est seulement le 26
que la liste définitive des bureaux de vote seront publiés conformément à la loi. Maître Kébé, après la publication des listes, il faut entrer dans la phase de la campagne électorale. Juridiquement, qu'est-ce qui est dit? Bon, cette question va être difficile à répondre parce que la campagne est traitée dans tout un chapitre. Principalement, il faut que les partis sachent que nous avons pour le scrutin uninominal, nous avons 174 candidats. Pour le scrutin de liste nationale proportionnelle, nous avons 1672 candidats. Donc il y a beaucoup de monde. Seules les formations politiques ou les candidats retenus ont le droit de faire des défilés et d'organiser des meetings politiques à cette période. Donc légalement, la voie est ouverte aux partis politiques qui ont fait acte de candidature. Les questions de cortège, de meeting et tout ce qui s'ensuit est ouvert uniquement à ces partis-là dans cette période de campagne électorale. Donc la campagne serait ouverte et il y a un ensemble de limitations qui est fait. Bon, ce qui a trait à la décence des propos tenus, au comportement républicain des uns et des autres, et beaucoup de choses qui rentrent dans le déroulement normal de la vie que la loi a édicté pour indiquer à ceux qui font campagne électorale qu'il n'est pas tout permis. Et il y a des périodes de la journée et de la nuit qu'on ne peut pas faire campagne, naturellement, la nuit étant réservée au repos de tous les citoyens, qu'ils soient de la campagne ou pas. Donc il y a quelques principes quand même édictés par la loi pour protéger les citoyens et protéger également les candidats dans le déroulement de cette campagne. Donc nous nous attendons à des campagnes festives, mais pas des joutes, des pugilats. Nous nous attendons à des fêtes à tous les niveaux, comme on a vu certains leaders politiques au premier tour qui pratiquement se rencontraient et dansaient ensemble, alors que chacun était dans sa campagne. Donc nous nous attendons à de tels comportements et Inch'Allah, ça va bien se dérouler. Une question qui aura son pesant d'ordre très certainement après les élections. Quand on regarde les listes des partis politiques, surtout les listes nationales, il y a certains leaders de certains partis politiques qui se sont fait inscrire sur les listes nationales d'autres partis politiques. Au cas où ces leaders sont élus sur la liste, c'est-à-dire que je suis leader d'un parti A, madame est leader d'un parti B, et moi je m'inscris sur la liste de madame. Je suis élu sur la liste de madame à l'Assemblée nationale. Est-ce que mon parti politique existera ou je serai de la couleur de madame? Sur le plan juridique, comment ça se fait? Non, attention, nous rentrons là dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que je connais très mal. Mais par principe, les partis politiques légalement inscrits en République de Guinée présentent des citoyens de nationalité guinéenne ayant âge pour être candidats. S'ils ne traînent pas de casserole qui entraînent inéligibilité derrière eux, on les retient. Mais au-delà de ça, s'ils sont leaders d'un parti politique, c'est qu'il y a une certaine entente entre ces deux partis pour aller ensemble aux élections législatives. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Notre pays, depuis qu'on a renoué avec la démocratie, a toujours connu ce genre d'alliance. Mais ça ne pose absolument aucun problème. Maintenant, j'ai entendu au Sénégal les gens dire les transhumants, les navétanes politiques, mais je n'ai pas connu ça chez nous encore.
Bon, s'il y a des cas comme ça, je crois que ces leaders-là sont suffisamment responsables. C'est quoi un navétane ou un transhumant? C'est ceux qui quittent d'un parti politique à un autre ou à un groupe, d'un groupe parlementaire à un autre à cause des situations favorables qu'on pourrait les présenter, hein, d'un côté ou de l'autre. Oui, bon, transhumance parce que nos parents agriculteurs ou éleveurs savent ce que c'est. Ouais. Hein, Le déplacement des animaux d'un point à un autre, pour avoir... Pour l'herbe, le pâturage. Voilà. Donc ça c'est la transhumance. Mais transposé dans le milieu politique, c'est ceux qui quittent un milieu qu'ils estiment défavorable un jour pour aller dans un autre. Bon, nous ne savons pas comment ça va se passer, mais ça c'est des questions purement politiques que les politiciens sauront résoudre sans nous. Les Guinéens doivent voter le 24, si Dieu le veut bien, le 24 septembre, pour élire les députés. S'il y avait un mot aujourd'hui à l'endroit de vos compatriotes, quel serait le vôtre? Ce mot serait la transparence. Je dirais à mes concitoyens que nous avons tout fait pour être le plus transparent possible. Cela veut dire que nous ne cachons rien, il n'y a rien de tabou à la CENI. Tout ce qui doit être connu du grand public est connu, est annoncé. Peut-être certains l'entendront plus tard, d'autres ne l'entendront pas, mais nous communiquons sur tout ce que nous faisons. Mais aussi, à l'endroit des partis politiques, nous faisons tout pour que, d'abord, avant d'entreprendre quoi que ce soit, que nous nous entendions là-dessus, par principe, parce que nous n'avons pas la science infuse. Après avoir exécuté, nous les faisons état de nos résultats. Donc la transparence est au début et à la fin de toutes nos activités. Les citoyens peuvent être sûrs que la vérité des urnes va triompher au soir du 24 septembre. Et Dieu aidant, nous aurons avec nous cette même transparence jusqu'à la Cour suprême. Madame Camara, un mot d'espoir pour ces millions de téléspectateurs qui nous regardent, ces millions d'auditeurs qui nous écoutent, ici en Guinée et puis à travers le monde, à propos de ces élections. Un mot pour les Guinéens aujourd'hui. Aux millions d'électeurs, je demanderais d'aller regarder sur la liste provisoire s'ils figurent, s'il n'y a pas d'anomalie sur leurs informations, donc leur filiation, s'ils sont au bon endroit pour voter, mais je bayelanga balukanga ndatala bango pamba ninakutani na yo simbala moko troublenga omarkenga aedadi elili na yo ekomami na sevonanga. Vote, de mieux sensibiliser, et nous devions donner l'exemple que la Guinée est une famille, avoir des élections dans un climat apaisé. Madame Camara. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Merci infiniment. Merci. À la lumière du débat que nous venons de mener, j'espère que vous avez sans doute apprécié ce débat. Et nous voici tous situés sur les prochaines législatives en République de Guinée. Nous espérons que chaque Guinéen mettra du sien pour qu'enfin le peuple de Guinée désigne librement ses représentants le 24 septembre prochain
à l'Assemblée nationale. Merci à Mme Kamara Zenab Touré, et la directrice adjointe de la planification à la CENI. Merci également à Maître Kébé Amadou Salif, il est le directeur du département juridique. Merci d'être venu dans cette émission. À vous, téléspectateurs et auditeurs, je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur la télévision nationale et sur la radio nationale de la République de Guinée. Bonsoir.